Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui démarre avec un léger retard dû à la retransmission en direct des matchs du championnat d'Afrique des Nations. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et sa délégation ont regagné Bamako dans la mi-journée après une visite officielle de 72 heures en Mauritanie. Le président de la République a été accueilli par le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Une visite de travail et d'amitié qui aura permis à Ibrahim Boubacar Keïta et à Mohamed Ould Abdelaziz de renforcer la coopération entre nos deux pays. Le président de la République, à sa descente d'avion, accueilli par le Premier ministre Oumar Tatamli dans la mi-journée aujourd'hui à l'aéroport international de Bamako-Senou. Ibrahim Boubacar Keïta qui revient d'une visite de 72 heures en République de Mauritanie. Et puis voilà, c'était un communiqué conjoint final qui a sanctionné cette visite d'État du président de la République en Mauritanie. Le document a été signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays en présence des présidents maliens et mauritaniens. Le Mali et la Mauritanie entendent intensifier leur coopération dans tous les domaines. Le récit de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Dembawan et Brema Koulibaly. Le président de la République s'est déplacé en Mauritanie avec 8 ministres, le chef d'état-major général des armées, de hauts fonctionnaires, des opérateurs économiques, des notabilités et des personnalités religieuses. Le but, consolider les relations d'amitié et de fraternelle coopération existant entre les deux pays. Maliens et Mauritaniens partagent désormais une parfaite identité de vue sur les sujets abordés. D'abord sur la situation sécuritaire dans la sous-région sahélo-saharienne. Les deux chefs d'État. Voilà quelques petits problèmes techniques qu'on va rapidement régler et puis revenir bien entendu sur ce récit de nos envoyés spéciaux en Mauritanie, Ibrahima Traoré Dembawan et Brema Koulibaly sur la visite de 72 heures du président Ibrahim Boubacar Keïta en Mauritanie. Une visite qui aura vu donc les relations entre nos deux pays s'intensifier. Voilà, on va certainement revenir au cours de ce journal sur ce premier reportage de nos envoyés spéciaux en Mauritanie. Nous allons à présent écouter, toujours au micro de ces envoyés spéciaux, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz qui s'est dit satisfait de la visite d'Ibrahim Boubacar Keïta et sa délégation. Il s'engage par ailleurs au respect de toutes les dispositions prises. Ce déplacement est extrêmement important. C'est une visite d'ailleurs très attendue. Nous attendions depuis quelque temps. Mais je sais que le président était très occupé. Mais heureusement, finalement, il a pu avoir le temps de venir nous rendre visite, de venir en Mauritanie, chez lui, rendre visite à un pays voisin du Mali. Et cette visite a été d'une importance capitale parce qu'elle a permis de donner encore de faire avancer encore des relations, de les diversifier et de les mettre dans leur cadre, le cadre adéquat qui convient aux relations ancestrales et historiques qui lient nos deux pays et qui lient nos deux peuples. Au cours de cette visite, donc, nos délégations ont travaillé dans divers domaines et on a pu obtenir des accords extrêmement importants sur plusieurs secteurs, que ce soit le domaine du transport, que ce soit du commerce, la circulation des personnes et des biens. Et je crois que cette visite a été vitale parce qu'elle a permis encore de mettre, non pas seulement ce jalon, mais plusieurs jalons dans le cadre du développement et du rapprochement des deux États, des deux peuples. Et c'est ça, c'est ce que nous devons faire et ce que nous attendons toujours. Parce que le Mali est lié à la Mauritanie par des liens historiques ancestrales. C'est des liens qui ont été tissés par nos ancêtres que nous devons, ça je le dis et je le répète, continuer à entretenir, continuer à diversifier et éviter qu'elles ne soient entachées par quoi que ce soit. Et ça c'est extrêmement important. Et toujours devrait dans le sens du rapprochement des deux pays et de faire profiter nos pays des compétences de part et d'autre, des ressources de part et d'autre pour essayer de faire avancer les choses et d'aider, de s'entraider entre nous. Parce que nous sommes quand même, nous ne sommes pas des pays très riches, pas très développés aussi, donc nous devons nous entraider pour arriver à satisfaire les besoins de nos peuples dans l'entraide, dans la complémentarité. Et ça, je crois que c'est très important. Le président le comprend, moi aussi je le comprends. Les deux peuples ont toujours travaillé dans ce sens. Donc nous devons continuer à aller dans ce sens. Donc ces accords que nos délégations ont aboutis seront, Inch'Allah, appliqués très rapidement. Parce que nous pensons que c'est des accords profitables à nos pays.
Mohamed Ould Abdel Aziz, le président mauritanien, au micro de nos envoyés spéciaux. Au cours de sa visite officielle à Mauritanie, donc, le président de la République s'est rendu à Nouadhibou et à Chami, où il a visité plusieurs infrastructures et projets de développement. Ibrahim Boubacar Keïta a salué l'engagement et la volonté politique du président mauritanien pour le développement de nos pays. Envoyés spéciaux, Ibrahim Traoré. Une nouvelle gouvernance désormais vertueuse serait à l'œuvre. Qui n'aura pas souci ou projet de venir se remplir les poches. Qui n'aura pas le souci de venir sucer encore le sang des Maliens. Qui n'aura pas le souci de venir encore une fois faire tort à ce peuple par une justice distribuée à la hauteur de la puissance financière. Que désormais, ce pays sera régi par le droit et lui seul. Ce sera un pays de droit absolu. Un pays digne d'être considéré comme un état de droit. Où nul, désormais ne saurait prétendre être au-dessus de la loi. Personne, tout mis en cause, fût-ce Ibrahim Boubacar Keïta, qu'à Dieu ne plaise, répondra. Il n'y a pas là-dessus d'ambiguïté, une clarté parfaite. À ce parcours de ma vie, je ne puis être dans aucune espèce d'autre engagement que celui de servir ce peuple de toute mon âme et de tout mon cœur. Et je le ferai, Inch'Allah. Je le ferai convaincu que ce qui s'est passé le 11 août dépasse de loin mon humble personne, qui a là un message dont chacun devrait comprendre la teneur. Nous ne voulons plus de ce qui s'est passé. Nous savons le monde. Nous sommes intelligents, nous comprenons. Il n'y a désormais aucune des malices qui ont prévalu par le passé qui pourrait être de mise. La chose publique, désormais, devra être sacrée et elle le sera, Inch'Allah. Je n'ai aucun souci de régler quelque compte que ce soit. Comment voulez-vous, quand Dieu vous a autant comblé, être petit pour vouloir régler des comptes avec qui? Avec qui? Non, je ne serai pas ingrat vis-à-vis de Dieu. J'ai devoir de partage égal, de justice au service de ce peuple et de lui seul. Mais là, alors là, à ce niveau-là, je serai absolument intraitable. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce pays, il s'agit de ce peuple. La confiance placée en moi ne sera pas galvaudée. Inch'Allah. Il faut donc la paix pour construire. Il faut la paix pour travailler. C'est pourquoi je voudrais conjurer encore une fois nos frères qui ont des doléances, des motifs de se plaindre, de comprendre que désormais, celui qui préside au destin du Mali est un homme qui craint Dieu, est un homme qui ne ment pas, est un homme qui ne dit pas ce que tu veux entendre. Mais qui que tu sois,
te dira la vérité, au risque de te déplaire. Au risque de te déplaire. C'est celui-là aujourd'hui à qui vous avez confié le destin du pays. Dès lors, faites-lui un minimum de confiance. Ma main reste tendue dans la fraternité, dans l'intelligence des cœurs. Je ne dirai pas comme Arafat des Nations Unies, dans ma main, un laurier, dans l'autre, une Kalachnikov. Dans mes deux mains, j'ai le laurier, mais j'ai la Kalachnikov derrière moi. Avançons. Avançons. Voilà donc au cours de cette visite en Mauritanie, vous l'avez vu, c'était plutôt un extrait du discours du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta face à nos compatriotes vivant à Nouakchott. Nous reviendrons sur l'intégralité de ce discours après ce journal. À Dakar, à présent, la capitale sénégalaise abrite à partir de demain, et c'est là jusqu'au 17 janvier prochain, le 4e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Ce sommet, qui est placé sous la coprésidence des présidents Macky Sall du Sénégal et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, se penchera sur la contribution de la jeunesse panafricaine dans l'atteinte des OMD. Prennent part à cette rencontre plusieurs personnalités. Le président du réseau panafricain des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des OMD, Alioune Gueye, nous parle des enjeux de ce sommet. Il est interrogé par Mamadi Koné. Le thème de ce sommet portera sur le chômage des jeunes, qui est aujourd'hui une préoccupation pour toute l'Afrique. Donc les 300 participants qui viendront de toute l'Afrique, de la diaspora, échangeront au cours de ce sommet-là sur les stratégies à mettre en œuvre pour non seulement accompagner la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015, mais aussi faire des propositions pour que la question de l'emploi des jeunes soit d'abord une priorité. Donc ce 4e sommet aussi est un cadre de plaidoyer auprès des décideurs que les jeunes, le réseau des organisations des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des OMD, Rojali OMD, organise afin d'attirer encore une fois de plus l'attention des décideurs, des chefs d'État sur les questions brûlantes en Afrique, notamment la question de l'emploi des jeunes, la question de l'éducation, la question de la lutte contre le VIH-Sida, la question sur l'environnement. Et quelles sont vos attentes? Au fait, les attentes aujourd'hui de la jeunesse africaine, c'est que au cours de ce sommet, et les participants et les décideurs puissent faire encore une fois de plus un engagement fort à l'endroit de la jeunesse. Vous savez, il y a 8 points aujourd'hui qui ont été adoptés en 2000 par les chefs d'État. Mais parmi les 8 points, il n'y a aucun point qui n'évoque de façon spécifique les jeunes. La jeunesse africaine souhaiterait que l'attention des chefs d'État et des hautes personnalités puisse être attirée sur l'adoption d'un objectif spécifique dans le cadre de la reformulation des objectifs du millénaire pour le développement qui sont en cours, processus dans lequel les jeunes joueront pleinement leur rôle. À présent, notre dossier devoir de mémoire sur la libération du Nord et l'intervention française du 11 janvier 2013. Ce soir, Mariam Sagara nous revient avec des témoignages sur la bataille sanglante avec les terroristes livrés à Konna, des moments inoubliables évoqués ici par des combattants. Les dernières frappes des djihadistes à Konna avant l'intervention de Serval avaient, à la surprise des chefs, renouvelé le courage des forces combattantes sur le théâtre des opérations. Tous sur la première ligne s'apprêtaient à se battre jusqu'à la mort. Une fois à Sévaré, on s'était dit que c'était notre dernière ligne de repli. Toutes les forces présentes ce jour-là, on s'était concerté à aller à la reconquête tout de suite. Ce qui nous manquait, c'était l'appui aérien. Et l'appui aérien est venu de la part de la mission Serval. Ça a été déterminant, salutaire. Pour eux,
Ces djihadistes terroristes vont marcher sur leur corps avant d'atteindre Sévaré. L'attaque de Kona, ça nous avait trouvé à Kona. Donc, on a combattu on a fait 48 heures de combat avec l'ennemi, face à l'ennemi. Donc maintenant, on a replié, arrivé à Fatoma, on a décidé qu'on allait mourir là-bas, arme à la main, même si, je ne sais pas comment il faut dire, mais même si on va mourir, on est prêt à mourir là-bas, on ne peut pas reculer. Ce destin atroce a été évité de justesse grâce aux sorties multiples des gazelles, des rafales et des panthères de la France. Les gars, on s'est replié sur Sévaré, et de Sévaré, on s'est armé, si j'ai dit armé de façon morale, d'aller sur Kona. Mais une fois à Kona, on a été buté à des problèmes de matériel surtout. Effectivement, on avait besoin aussi des moyens aériens, mais une fois à Sévaré, on s'était dit, on pouvait aller de l'avant, on pouvait aller reconquérir Kona et voir plus Gao aussi. Donc, on était sur le point de départ, armes à la main, et notre travail, c'est de tuer ou être tué. On savait que les djihadistes étaient armés plus que nous, mais ce n'est pas à cause de l'armement, mais c'est le cœur. Après la libération de Kona, les deux armées ont formé au sol une équipe soudée pour reprendre les régions perdues du nord. L'engagement des militaires n'a pas souffert malgré les moments tragiques vécus. Ça m'a beaucoup touché que ces hommes-là tombent sur le terrain, mais c'est notre travail. C'est notre travail. Et ils sont morts pour la nation. Ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour la nation. Et moi, j'ai été aussi blessé. Et je suis fier de ça. Et je suis fier d'accomplir ma mission. Seulement sans Serval, le peuple malien allait souffrir de ce grand dévouement de ses soldats. À Kidal, les travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs se poursuivent normalement à la grande satisfaction des autorités régionales et des maîtres d'ouvrage. Les entrepreneurs de Kidal ont répondu à toutes les attentes. Ce sont là les constats faits par une mission conjointe du ministère en charge du l'urbanisme et l'AGETIP. Reportage Tchemoko Sagara et Sidiki Balou. Dans quelques jours, la résidence du gouverneur de Kidal, les logements de ses conseillers et ceux des directeurs des services financiers seront prêts à recevoir leurs locataires. Les travaux de réhabilitation qui ont commencé le mois dernier avancent normalement à la grande satisfaction des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les autorités régionales et l'AGETIP. Ce constat est fait par cette mission conjointe, ministère en charge de l'urbanisme et l'AGETIP. Ce travail doit se faire avec la qualité. L'urgence ne doit pas être un handicap à la qualité. Et nous avons insisté sur ça parce qu'il est très important que l'argent du contribuable soit géré de façon très efficace et très efficiente. Donc effectivement, nous avons rappelé aux entrepreneurs leur mission de bien travailler avec la qualité requise pour que effectivement les bâtiments que nous allons offrir à l'administration soient des bâtiments qui répondent aux standards tels que les spécifications des contrats le prévoient. Il s'agissait des travaux du type 1, c'est des travaux de légère réhabilitation. Les travaux se déroulent normalement. Ce résultat s'explique par la détermination des entrepreneurs de Kidal à gagner tous les paris malgré quelques difficultés. Les difficultés majeures qu'on a aujourd'hui sont liées à l'approvisionnement. Il y a certains produits qu'on n'a pas à Kidal, sur le marché de Kidal, donc on est obligé de lancer les commandes sur Bamako ou ailleurs. Donc ça prend du temps. Au total, 22 groupements d'entreprises de Kidal auront la charge de ces 26 prix pour la réhabilitation des bâtiments. C'est pourquoi le président de l'OPECOM Kidal a rencontré tous les entrepreneurs de la 8e région. Les échanges ont porté sur la maîtrise du contenu des lots. On a 26 groupements pour un ensemble de 76 entreprises. Maintenant, on a lancé des travaux en 4 lots. Un premier lot, ça fait 4, qui ont été adjudiqués à 4 groupements. Maintenant, la deuxième phase est là qui fait 22 lots, qui seront pour 22 groupements. Donc nous, on a pris l'initiative des groupements. Cela va c'est pour la stabilité de la région et dans le cadre de la réconciliation nationale. En tout cas, les entrepreneurs de Kidal à l'unisson se sont mis d'accord à faire un travail de qualité d'ici fin janvier 2014.
Nous restons dans les régions du Nord, à Tombouctou plus précisément. 90% des manuscrits ont pu être sauvés pendant l'occupation. Le retour de ces documents sur place était au centre d'une rencontre tenue dans la cité des 333 Saints. La direction de l'Institut Ahmed Baba a saisi l'opportunité pour évoquer le statut juridique des manuscrits, le renforcement de la collaboration avec les promoteurs privés des bibliothèques et la création d'une université à Tombouctou. Reportage à Tombouctou et à Tandina. Voilà, quelques petits problèmes par rapport à cet autre élément de Yaya Tandina. On va poursuivre le cours normal de cette édition en attendant que tout rentre dans l'ordre de l'autre côté avec le président, directeur général de la CMDT qui poursuit sa tournée dans les zones cotonnières. La délégation est arrivée à Koutiala, dans la filiale nord-est, où elle s'est rendue au marché de coton de Maou, secteur de Karangana. Les usines d'égrenage ont fait peut-être signe que l'élément de Yaya Tandina est prêt du côté du VTR. On va le lancer. L'économie de la mode connaît actuellement une pleine extension à Bamako. Les tailleurs classiques ont laissé la place à des grands maîtres de coupe et couture. Et aujourd'hui, un staff composé de 10 personnes entend plus que jamais valoriser les richesses du Mali à travers le monde. On n'a pas de structure pour ce secteur au Mali. Et comme on dit, l'union fait la force. Quand on est regroupé, je pense que chacun de nous peut avancer. Et aussi, c'est pour éviter l'isolement professionnel. Ça, il le faut. C'est vrai que la mode malienne est un peu méconnue. Ça peut nous amener à promouvoir la mode, surtout à l'échelle internationale, et on y arrivera. Il était donc temps de sortir de la routine, surtout que les modèles Made in Mali actuellement proposés à la clientèle sont de plus en plus raffinés. Pour relever ce défi, les génies de la création ouvrent déjà de belles perspectives. On va travailler sur les finitions, c'est ça d'abord le problème même de la couture au Mali, parce que les finitions, ça laisse à désirer. Et puis on verra, tout en travaillant, on verra les lacunes et les carences des uns et des autres. Et on va essayer de s'améliorer et puis on va faire un Bamako Fashion Show. Et puis dans l'année, on a d'autres activités en cours. Dans pas longtemps, vous allez voir un Bamako Carrefour de la mode. J'y crois fermement et je sais qu'on va y arriver. En plus, le secteur est créateur d'emplois. Il mérite alors un autre destin, une plus grande attention des autorités en termes de renforcement des capacités des acteurs qui sont aussi des porte-flambeaux de l'intégration. On va à présent revenir sur la visite d'État du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en République de Mauritanie, et cette étape de Nouadhibou et de Chami. Nouadhibou est la capitale économique de la Mauritanie. Aujourd'hui, l'exportation des minéraux et le développement de nouveaux secteurs font de cette ville un pôle économique majeur pour la Mauritanie et sa sous-région. Le travail du gouvernement mauritanien est apprécié par le président de la République. D'abord, au niveau de l'autorité de la zone franche qui accorde des facilités douanières, fiscales et de change. L'existence d'infrastructures portuaires et d'installations industrielles offre aux investisseurs de la sous-région et en particulier maliens des opportunités d'investissement importantes. Beaucoup crient l'émergence. Ici, calmement, tranquillement, on est en train de créer les conditions structurelles de l'émergence, sans se payer de mots, de manière éclatante. J'en suis d'autant plus ravi que, je le dis désormais, nous aurons avec ces pays des liens indéfectibles, de coopération amicale, fraternelle, pour le plus grand bonheur de nos deux peuples. C'est quand il y a la volonté politique forte, comme celle qui anime mon frère, le président Mohamed Ould Abdelaziz et moi-même, on peut déplacer des montagnes. Non loin de là se trouve une usine de conditionnement de poissons. Le traitement ici est estimé à 120 tonnes par jour. Là aussi, le président Ibeka a pu mesurer l'engagement des autorités mauritaniennes à promouvoir et à développer le secteur de la pêche. J'ai vu les conditions de conditionnement et les techniques les plus modernes d'hygiène et de conservation sont ici à l'œuvre. C'est donc une garantie pour le consommateur dans la chaîne finale. Et je dis que là, encore une fois, c'est toujours ce souci d'être contemporain de son siècle et de son temps qui anime la Mauritanie. Les équipements de dernière génération sont ici à l'œuvre. Le chef de l'État a également visité les travaux d'extension en cours du port
autonome de Nouadhibou. Les opérateurs économiques maliens, dit-il, pourront profiter bientôt des opportunités qu'offre ce port. L'extension du port de Nouadhibou, c'est une très bonne chose pour nous. Déjà, ne vous inquiétez pas, nos opérateurs économiques connaissent la route de Nouadhibou. Des frigorifiques maliens viennent ici. Absolument. Donc je pense que c'est un projet structurant qui concerne les deux pays et qui va participer également aussi à l'intégration effective de nos économies et de nos pays. Nous sommes en train de travailler pour que tout ce qui peut avoir comme goulot d'étranglement, comme entrave, soit levé. Le président Abdelaziz a été très clair hier. J'ai dit aux différents ministres, vous avez la feuille de route et nous allons vous suivre maintenant. Et nous, notre volonté politique est clairement exprimée. Ce que mon frère a dit est parfaitement mon sentiment, mon point de vue. Donc dès lors que la feuille de route est déclinée, les ministres savent quoi faire. La dernière structure visitée par le président Ibeka est la Société nationale industrielle et minière. Outre l'usine de traitement des minerais, la SNIM travaille beaucoup dans la production et la commercialisation de fer. Elle fait aussi de la maintenance des installations fixes et fabrique des pièces détachées. La société vise à porter sa production à 40 millions de tonnes par an. La SNIM est actuellement 13e mondial des exportateurs de minerais de fer. La grande compétence, la technicité et l'ambition patriotique de contribuer à l'essor de votre pays par la maîtrise de l'unité dont on vous a confié la gestion, vous et tout votre personnel êtes tendus vers ce but. Cela est admirable. C'est de cela que nous avons besoin pour que nos pays avancent. Par la volonté de l'homme politique qui a la charge d'un pays est essentielle pour faire avancer ce long train de 2 km avec cette charge de 20 000 tonnes. Et un pays, c'est peut-être de manière exponentielle, beaucoup plus lourd, il faut davantage de locomotives, mais une seule, si elle est fortement ancrée dans le peuple et elle est soucieuse et responsable du progrès de l'ensemble, le pays bouge. Donc nos pays ont besoin aujourd'hui de leadership éclairé, de leadership conscient des enjeux de la présence au monde désormais, qui n'est plus lié uniquement à un drapeau de flonflon, de présence de l'État. Non, il faut pouvoir réfléchir avec intelligence, avec sérieux, avec responsabilité, et se projeter. Pour être à l'union des peuples qui compte. Il ne s'agira plus d'attendre qu'on fasse appel à vous, qu'on vous invite à participer. Moi, je dis souvent que nul ne sera invité au banquet qui ne l'aura mérité. Le président de la République s'est ensuite entretenu avec les Maliens de Nouadhibou avant d'embarquer à bord d'un hélicoptère pour Chami. Sur place, il s'est informé sur l'expérience innovatrice du développement de cette cité nouvelle. Il a pu également constater les modèles de logement et l'architecture moderniste qui caractérisent la ville naissante de Chami. Le président de la République a estimé durant toutes ces étapes son admiration pour l'urbanisation moderniste que connaît aujourd'hui la Mauritanie, en particulier dans le domaine des infrastructures de base. Juste après, le président Ibeka a visité le réseau électrique solaire et la station éolienne qui alimente en électricité la ville de Chami. Voilà, c'était un communiqué conjoint final qui a donc sanctionné cette visite d'État du président de la République en Mauritanie. Le document a été signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, en présence des présidents maliens et mauritaniens. Le Mali et la Mauritanie entendent ainsi intensifier leur coopération dans tous les domaines. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré, Dembawan et Ibrahima Koulibaly. Le président de la République s'est déplacé en Mauritanie avec 8 ministres, le chef d'état-major général des armées, de hauts fonctionnaires, des opérateurs économiques, des notabilités et des personnalités religieuses. Le but, consolider les relations d'amitié et de fraternelle coopération existant entre les deux pays. Maliens et Mauritaniens partagent désormais une parfaite identité de vue sur les sujets abordés. D'abord, sur la situation sécuritaire dans la sous-région sahélo-saharienne, les deux chefs d'État ont convenu de renforcer la coopération entre les forces armées et de
sécurité. L'expérience de l'armée mauritanienne est très utile pour nous à ce point-là, parce que nous pensons que sur notre flanc gauche, un certain nombre d'activités sont en train d'être menées. L'accompagnement et l'assistance de l'armée mauritanienne, non seulement en matière de formation, de soutien logistique, mais aussi d'accompagnement dans les patrouilles, peut nous permettre aujourd'hui d'ajouter de la valeur à ce que nous sommes en train de faire. Je pense que ce sont ces pôles que nous avons mis en place et nous allons dynamiser l'accord de coopération qui existe, qui a expiré l'année dernière, que nous allons revisiter. Et puis, il y a une convention en matière de sécurité qui va aussi être mise sur pied afin de pouvoir bénéficier de tout l'accompagnement, mais de toute l'assistance aussi de la Mauritanie dans ces domaines-là. Les présidents maliens et mauritaniens ont appelé à une coopération accrue entre tous les États de la bande sahélo-saharienne pour coordonner les opérations de lutte contre les groupes armés terroristes et autres narcotrafiquants. Dans la foulée, il a été largement question de la sécurité transfrontalière. Nous allons, dans les semaines à venir, relancer les activités de coordination et de coopération entre les gouverneurs de part et d'autre de la frontière, entre les préfets de part et d'autre de la frontière. Mais aussi, nous avons parlé de la libre circulation des biens et des personnes de part et d'autre de la frontière. Nous avons des intérêts partagés et nous nous sommes compris sur les modalités et les principes à mettre en application pour permettre à nos populations, au niveau des frontières, de partager leur savoir-faire, de partager leur expérience. La partie mauritanienne a rassuré la partie malienne quant au rapatriement volontaire des réfugiés qui désirent rentrer au Mali en attendant la finalisation de l'accord tripartite devant permettre le retour conformément aux standards internationaux. Les deux chefs d'État se sont félicités des résultats de la rencontre entre les oulémas et notables des deux pays, prônant un islam pacifique et tolérant et renforçant les relations séculaires entre les deux peuples frères. L'économie était au cœur de cette visite d'État. Dans le domaine du commerce, il a été recommandé la réduction du coût des transactions par la diminution du nombre de postes de contrôle, l'allègement des procédures administratives ou encore la mise en place d'un système de suivi électronique des camions. Les deux chefs d'État engagent dans le même temps les ministres des Transports et de l'Équipement à accélérer la réalisation des projets routiers transfrontaliers et la réalisation du port sec à Gogui. Et ce n'est pas tout. Ce qui a retenu surtout l'attention, c'est l'instruction qui nous a été donnée fermement pour créer une compagnie aérienne communautaire entre Mali, Mauritanie et le Niger. Et cette compagnie aussi sera ouverte à d'autres pays comme la Guinée, comme le Sénégal, comme le Tchad ou autres qui le souhaiteraient. À travers tous les secteurs de l'économie malienne, nous avons pu tisser des liens, nous avons pu travailler sur certaines problématiques pour faciliter le commerce, pour faciliter